Je me suis présenté à la somptueuse soirée d'inauguration de la succursale de ma femme, et j'ai vu tout le monde rire et me fixer. L'homme au lit depuis un moment est là. Puis l'amant de bureau de ma femme a appelé la sécurité et a dit « Sortez cet homme impuissant d'ici ». Je suis donc parti, annulant discrètement tous les paiements, fêtes, voyages, et j'ai sorti mes 70% d'actions de la société, d'une valeur de 97 millions de dollars. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec 56 appels manqués, et quelqu'un s'est présenté à ma porte. Je suis entré dans le hall étincelant de la succursale, vêtu de mon costume bleu marine impeccablement repassé, le cœur battant la chamade. À la main, je tenais une petite boîte soigneusement emballée, témoignage de fierté et de soutien pour Mera. J'avais contribué à bâtir cette entreprise de A à Z, consacrant mes soirées à rédiger des bilans et lui conférant la confiance tranquille qu'elle portait sur les couvertures de magazines. Je n'étais pas sur la liste des invités, mais j'avais organisé des demandes en mariage surprise, trouvé des investisseurs et même négocié le bail de cet espace. Ce soir était censé être son moment. J'étais la surprise. La musique dans la salle crépita et s'éteignit dès que je franchissais le seuil, comme si chaque corde avait été rembobinée. Un silence s'abattit sur la foule, puis des rires éclatèrent comme du verre brisé. Ma peau me picota. Quelqu'un, un de ses nouveaux coéquipiers, supposais-je, cria « Regardez qui est là !» L'homme au lit depuis un instant. Un rugissement de joie cruelle suivit ce coup. Mon cadeau me glissa dans la main. Je le rattrapai avant que le papier ne se déchire, mais le tremblement de mes doigts se propagea à mes coudes et à mes genoux. Je me figeai, sentant le sang me quitter le visage. Mera se tenait au fond de la salle de bal, devant un décor orné de son nom et du logo de l'entreprise. Son regard se posa sur moi un instant. Douleur, choc, quelque chose d'indéchiffrable, puis se détourna comme si je n'existais pas. Mon souffle s'accéléra. Une lueur de désespoir me poussa à parler, à profiter de l'instant pour exiger le respect. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu ses épaules se crisper, sa façon de tenir le micro comme un bouclier. Dorian, son amant de bureau, s'est avancé sur le côté, les lèvres s'incurvant en un sourire triomphant. « Sécurité » a-t-il dit d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Sortez cet homme impuissant d'ici. » La résonance de son ordre m'a donné un coup de poing dans le ventre. Je sentais le poids du regard de chacun. Une centaine de paires d'yeux, comme des aiguilles, me clouant au sol de marbre poli. À cet instant, j'ai compris à quel point j'avais complètement disparu de son monde. Je n'étais ni son partenaire, ni son égal, juste une tache sur sa soirée parfaite. Deux agents de sécurité costauds se sont matérialisés à mes coudes. Leurs mains étaient fermes sur mes bras, leurs doigts enveloppés de gants plus froids que l'acier. Ils m'ont guidé vers l'avant, loin des murmures et des rires de la foule, devant des rangées de tables drapées de blanc et de lustres en cristal. Chaque pas m'éloignait davantage de l'homme que j'avais été. La gardienne discrète des feuilles de calcul et des cafés de minuit, celle qui construisait des systèmes de bureau tout en cultivant sa marque personnelle. Par une ironie tordue, je réalisais que le seul rôle qui m'était désormais autorisé était celui d'un outsider invisible. Je n'ai pas résisté. Que pouvais-je dire? Je suis blessé. Je t'aime. Ces mots me semblaient aussi creux que les applaudissements qui avaient accueilli son discours une fois que j'avais été emmené. Je jetai un regard en arrière à la foule de supporters et d'investisseurs rassemblés sous les projecteurs tamisés. Leurs expressions allaient de l'embarras gêné à la satisfaction joyeuse. Le visage de Mera brillait sous les projecteurs. Son regard ne croisa pas le mien. Je me demandais si elle avait répété ce désaveu public avec Dorian. Si elle avait planifié le timing pour que l'annonce et l'insulte tombent ensemble comme un marteau. Dehors, l'air frais de la nuit me réveilla brutalement. Sur les marches de la salle, je m'arrêtai, toujours en costume cravate. Le cadeau serrait aussi fort qu'une bouée de sauvetage. Les lumières des lampadaires fusaient sur le trottoir, mais elles n'offraient aucune clarté, seulement l'éclairage cru du cadeau emballé, désormais symbole de mon échec. J'inspirais le froid, goûtant le ressentiment et l'incrédulité. Ma mâchoire me serrait à force de retenir une réplique que je n'avais jamais formulée. La honte me submergeait comme un parfum amer. Je traînais les pieds sur le trottoir, mes chaussures claquant au rythme de mon cœur. La ville semblait indifférente à mon humiliation. Des voitures passaient à toute vitesse. Des couples se promenaient bras dessus bras dessous. Des néons annonçaient des commerces de proximité et des cafés. Chaque pas effritait une couche de mon sang-froid, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un écho creux de déception.
Je n'avais même pas protesté lorsqu'on m'a fait sortir. L'orgueil et le chagrin s'emparaient de moi, mais aucun ne parvenait à se libérer. Arrivé au bord du trottoir, je réalisai que je tenais toujours le cadeau. Le papier d'emballage était intact, mais le ruban était tordu et irrégulier. Je m'affaissai sur un muret de pierre, glissant jusqu'à me percher au bord. Le paquet reposait sur mes genoux, une petite promesse lumineuse qui me semblait désormais dénuée de sens. Je fixai le petit nœud, les bords nets de la boîte, me demandant si je devais le jeter dans le caniveau ou le garder comme une preuve que je tenais encore à elle. Mon téléphone vibra dans la poche de ma veste, mais pas avec le nom de Mira à l'écran. Juste une série de notifications professionnelles, me rappelant que mes propres dossiers d'entreprise attendaient mon attention. Un SMS d'un investisseur apparut. Félicitations pour le lancement de ce soir, miroir, suivi d'un emoji souriant. Je laissai le téléphone me glisser des mains, l'écran illuminant l'asphalte avant que l'appareil ne s'immobilise. Je ne le poursuivis pas. Je restai assis là, silencieux et immobile, sentant le poids de cette phrase cruelle résonner dans mon esprit. 1 minute, mec. L'insulte me blessa, mais il ne s'agissait pas seulement de sexe. Il s'agissait de valeur, de pouvoir, et surtout d'amour. Il m'avait dépouillé de ma dignité devant tous ceux qui comptaient pour elle. Je fermai les yeux et sentis la douleur du rejet se glisser entre mes côtes, s'y loger comme un éclat de verre. Je n'étais pas encore en colère. J'étais trop abasourdi. Je soulevai le cadeau et le serrai contre ma poitrine comme s'il pouvait me protéger de la vérité, dans son monde tout neuf, je n'avais plus ma place. Je m'affaissai sur le banc froid devant la branche étincelante, le cadeau. Soigneusement emballé reposant toujours sur mes genoux, telle une promesse fragile que je ne pouvais tenir. Les lampadaires répandaient des flaques d'ambre sur le trottoir, projetant de longues ombres ondulantes qui vacillaient comme les fantômes de tous les souvenirs que j'avais construits avec Mira. Mes épaules s'affaissèrent, et le poids de cette petite boîte me parut plus lourd que tous les fardeaux que j'avais portés pour l'entreprise. Je suivis du bout du doigt le bord du ruban, imaginant comment elle aurait pu le dérouler, ouvrir le papier et trouver le délicat bracelet à l'intérieur, un simple maillon en argent gravé de ses initiales. Au lieu de cela, je restais assis seul, l'air frais de la nuit contre ma peau, à écouter le silence d'un téléphone qui aurait dû vibrer pour ses excuses. Mon téléphone vibra, certes, mais pas son nom. L'écran s'illumina d'une série de notifications automatiques, de rapports boursiers, de rappels de réunions du conseil d'administration à venir, de mails d'investisseurs à moitié lus. Aucun n'avait la chaleur de sa voix, ni la familiarité d'un texto sincère. Je fixai l'espace vide où aurait dû se trouver sa réponse, et sentis la douleur de la trahison me nouer le ventre. Le rire de l'événement résonnait encore dans mes oreilles. Homme dur, triomphant, dédaigneux, impuissant, on m'appelait. Ce n'était pas seulement une raillerie à propos de mon corps. C'était une déclaration que j'étais inutile, invisible, indigne de la vie que nous avions partagée. Cette connaissance m'a fait plus de mal que n'importe quelle insulte que j'aurais pu leur lancer. J'ai fermé les yeux et laissé mon esprit vagabonder vers les débuts, lorsque Mira et moi formions une équipe unie par la vision et la confiance. Je me souvenais de nuits blanches passées sur des feuilles de calcul, de son rire léger qui résonnait dans le bureau à domicile tandis qu'elle rédigeait des textes marketing. Je relisais pendant qu'elle dessinait des logos, l'encourageant discrètement lorsqu'elle doutait de son talent. J'ai financé notre premier bail, obtenu les investissements d'amorçage, négocié des remises fournisseurs pour ses prototypes. Chaque aspect crucial de cette entreprise portait mon empreinte, même si le visage public lui appartenait. Dans ses discours, elle avait vanté les vertus de l'innovation, l'esprit d'entreprise, sans jamais mentionner l'architecte silencieux de l'ombre, moi. Ce n'était pas du ressentiment que j'éprouvais à ce moment-là, sur le banc. C'était du chagrin. Le chagrin de réaliser que chaque sacrifice que j'avais fait, chaque nuit blanche passée à obtenir des lignes de crédit avait été tenu pour acquis. J'imaginais le cadeau non ouvert, rangé quelque part dans ce bâtiment, oublié sur une nappe de satin ou un bureau en acajou, tandis qu'elle applaudissait du haut de son estrade. Une colère fusait dans mes pensées, mais elle était froide et lointaine. Ce qui me réchauffait le cœur, c'était la détermination. Je ne pouvais pas la forcer à ouvrir cette boîte, mais je pouvais ouvrir un nouveau chapitre pour moi-même, un chapitre où ma valeur ne dépendrait plus de la reconnaissance d'autrui. J'expirai, et un souffle s'échappa dans la nuit. Je pressai le cadeau contre mon cœur, le serrai des doigts et sentis sa solidité rassurante. Le ruban me glissa des mains lorsque je le dénouai, le papier scintillant d'argent sous la lumière de la lampe. Mon premier réflexe fut de jeter un coup d'œil à l'intérieur, de me réapproprier le moment perdu. Mais je m'arrêtai,
levant les yeux vers la façade sombre du bâtiment à travers les parois vitrées. Ce n'était plus un endroit que je pouvais appeler chez moi. C'était à elle de l'ouvrir, et non à mon esprit de force. D'un geste décidé, je ramassai l'emballage et le jetai par terre. Le bruissement du papier me parut libérateur. Puis je levai la boîte un instant, comme pour la rendre à la nuit, et la glissai dans la poche de mon manteau. La promesse qu'elle incarnait était à moi de la recadrer. Non plus un témoignage de fierté pour ses accomplissements, mais un rappel de tout ce que j'étais capable d'accomplir par moi-même. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre email, une autre alerte. Je parcourus les messages avec un calme délibéré, ne m'arrêtant que pour effacer ceux portant le nom de Mira et les champs d'expéditeur. À la place, je commençai à taper un nouveau message pour moi-même. Souviens-toi de ta valeur. C'est toi qui as construit tout ça. Les mots apparurent à l'écran comme un mantra, ferme et inflexible. Je me levai et époussetai ma veste de costume. Le tissu bleu marine impeccable ne me semblait plus une armure contre la honte, mais plutôt un rappel de qui j'avais été et de qui je pouvais devenir. Le bourdonnement de la ville s'adoucit dans mon dos tandis que je m'éloignais du banc. Mon chemin était devant moi, pas vers ce bâtiment ni vers les regards moqueurs qui l'entouraient. Je sentais le frémissement constant de la détermination battre dans mes veines, plus fort que n'importe quelle insulte ou humiliation. En marchant, le cadeau non ouvert se blottissait contre ma poitrine, sous ma veste. Je réalisais que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la dénonciation des méfaits d'autrui, mais dans la reconquête de ma dignité selon mes propres conditions. N'étant plus le soutien silencieux, je deviendrais l'architecte de mon propre destin. Mira pouvait conserver sa scène vide. Je me dirigeais vers un avenir où le respect ne s'empruntait pas. Il se gagnait par l'action et l'intégrité. Au coin de la rue, plus calme, le cadeau ne me pesait plus. Au contraire, il me rappelait que la gentillesse perdurait au-delà du rejet, que la générosité pouvait affluer dans toutes les directions. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche, redressé les épaules pour me protéger de la brise nocturne et commencé à forger un nouveau récit, un récit où je pourrais m'approprier les applaudissements qui m'avaient toujours été dus. Je suis rentré chez moi ce soir-là, le cadeau toujours glissé dans la poche de mon manteau, témoignage silencieux de la fierté que j'avais ressentie autrefois. Les lampadaires clignotaient tandis que je montais les marches menant à notre porte d'entrée, et chaque ruissellement dans le vieux bois sous mes pieds faisait écho aux fractures de ma vie. À l'intérieur, l'appartement était sombre et vide, à l'exception de la lueur froide des toits de la ville à travers les rideaux. J'ai posé le cadeau sur la table basse, puis je me suis dirigé vers mon bureau, où m'attendait un dossier soigné et sans prétention, celui que j'avais méticuleusement mis à jour au fil des ans. J'ai allumé la lampe et ouvert le dossier à la première page. Une facture imprimée de nos premiers jours, datée d'il y a près de 10 ans. Le taux de change était griffonné dans la marge, et mon écriture marquait le montant des droits de licence que j'avais négociés pour Mira. J'ai tracé les légers traits de crayon, me rappelant comment j'avais offert mes économies pour financer sa vision alors qu'aucune banque ne voulait nous prêter un centime. Ma poitrine s'est serrée au souvenir de cet acompte. Osant à peine espérer que cela devienne plus qu'un pari risqué, j'ai fouillé dans la pile. Confirmation de virement, relevé bancaire numérique affichant des montants à 6 chiffres transférés de mon compte personnel vers le fonds d'exploitation de l'entreprise, courriel de responsable de la gestion de patrimoine vantant ma ligne de crédit. 70% du capital provenait de moi. Je me souvenais des nuits passées dans les cafés, à compter les fonds qui s'amenuisaient, à calculer si nous pouvions nous permettre une nouvelle série de tests de prototypes. Mira avait été notre visage public, mais j'étais l'échafaudage qui soutenait sa performance. Chaque document que je sortais du dossier portait sa propre histoire. Il y avait des copies des obligations convertibles que j'avais co-signées. Les billets à ordre que j'avais rédigés pour garantir des prêts à court terme. Des feuilles de calcul que j'avais créées pour suivre les taux d'épuisement des fonds. J'ai même trouvé les polices d'assurance que j'avais souscrites pour couvrir la responsabilité civile produit, consacrant des heures à négocier les primes afin que notre fragile start-up ne s'effondre pas sous le regard des autorités. J'ai feuilleté chaque page, sentant le poids de mes contributions s'accumuler comme des couches de sédiments. Chaque feuille était un dépôt de ma sueur et de ma foi. Puis j'en suis arrivé aux déclarations d'impôts. Mon nom figurait sur chaque relevé de distribution K1, mon numéro de sécurité sociale associé au numéro d'identification fiscale de l'entreprise. Je me suis souvenu de la réunion où j'avais insisté pour que nous déclarions comme une société S afin de maximiser l'efficacité fiscale de sa marque personnelle. Nos disputes sur les dollars économisés et les dollars gagnés. Mira avait balayé mes inquiétudes d'un revers de main,
me faisant confiance pour gérer les détails pendant qu'elle éblouissait les investisseurs sur scène. Je réalisais alors à quel point j'avais été invisible dans sa réussite. J'ai refermé le dossier délicatement et ouvert mon ordinateur portable. Une feuille de calcul vierge m'attendait. Des colonnes intitulées date, description, montant, compte, notes. J'ai commencé à saisir des chiffres. Le tour de table de 250 000 $ que j'ai financé, le virement de série à de 12 millions de $ que j'ai initié après avoir négocié une évaluation que j'ai jugée juste, le prêt relais de 500 000 $ que j'ai souscrit lorsque les investisseurs ont hésité à chaque ligne que j'ai tapée, les chiffres formaient un registre de mon dévouement, un registre qui aurait dû mériter le respect, mais qui est devenu une arme pour l'humiliation publique, un nouveau dossier posé à côté de moi, son rabat frayé. Impeccable. J'ai imprimé une étiquette en gras. Final. Le mot me faisait du bien, lourd de promesses. Je me suis rassuré, ce dossier marquerait un tournant. J'ai versé une autre tasse de café et étalé les graphiques imprimés sur le bureau, les classant en pile par année. Il y avait une certaine poésie à voir la trajectoire de l'engagement dessiné en graphique à barres et en camembert, un témoignage visuel de chaque nuit blanche et de chaque centime risqué. Je me suis arrêté et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme une constellation d'opportunités encore inconnues. Les reçus et les factures étaient plus que des preuves d'accord de prêt. Ils étaient la preuve de ma capacité à créer, à endurer, à construire. Ils me rappelaient que ma valeur ne se mesurait pas aux applaudissements, mais à l'intégrité de mes actions. Ma gorge se serra de gratitude pour cette expérience, même si elle tremblait sous le coup de la trahison. Avec un soin délibéré, je rangeai chaque document dans le nouveau dossier, effleurant du doigt les étiquettes en relief et l'encre imprimée. Lorsque la dernière feuille glissa à l'intérieur, je la refermai d'un coup sec. Compacte, elle contenait pourtant la somme de mon partenariat avec l'entreprise qui m'avait tourné le dos. Je posai le dernier dossier sur l'original, comme si j'empilais les anciens chapitres sous cette nouvelle résolution. Je me laissai aller contre le dossier, serrant le dossier contre ma poitrine. Un calme lent et assuré m'envahit. Je réalisai que l'humiliation subie pouvait nourrir mon prochain chapitre. Les reçus étaient une arme non pas de vengeance, mais d'affirmation de soi, un rappel que je possédais les compétences, le capital et la ténacité nécessaires pour recommencer. Le cadeau sur la table basse attira mon attention. Je me suis levé et je l'ai récupéré, soulevant le ruban pour inspecter la boîte. Un instant, j'ai envisagé de la jeter de côté avec colère. Mais au lieu de cela, je l'ai délicatement déposée dans le dernier dossier, comme pour sceller ma gentillesse passée dans le registre de mes résolutions futures. J'ai éteint la lampe et fermé mon ordinateur portable. Dans le silence de l'appartement, j'ai entendu mon propre cœur battre, régulier et résolu. Le dossier était posé sur le bureau, tel le plan de ma prochaine action. Le contrat tacite avec moi-même pour retrouver ma liberté d'action et ma dignité. Je me suis éloigné du bureau, marquant une pause pour un dernier regard. Demain, je commencerai à exécuter la stratégie décrite dans ces pages. Ce soir-là, cependant, je respirais simplement le doux frisson de la détermination, sachant que mon silence parlerait plus fort que n'importe quel cri. Ce soir-là, j'étais assis seul à mon bureau, la lumière de plusieurs écrans illuminant mon visage comme pour éclairer une scène que j'avais reconquise. Un silence régnait dans l'appartement, seulement rompu par le vrombissement rythmé des ventilateurs de l'ordinateur et le léger clic de mon clavier. J'ai ouvert le fichier d'identifiant sécurisé que je conservais depuis la création de l'entreprise. Identifiant pour les portails financiers, les plateformes de gestion des fournisseurs, les sites de réservation de voyages, et même le nœud de blockchain privé où se trouvaient nos contrôles de capitaux propres. Mon cœur battait la chamade, chaque battement traduisant un mélange d'appréhension et de détermination inébranlable. C'était le moment d'agir, de traduire ma fureur silencieuse en mesures décisives qui démantèleraient l'empire bâti sur mon sacrifice. J'ai d'abord consulté les comptes de l'hôtel. Le séjour de direction à Aspen, prévu pour le mois prochain, affichait déjà complet. Chalet de luxe, accès ski au pied, salle de conférence avec vue sur les pins enneigés. J'ai parcouru les détails de l'itinéraire et sélectionné, annulé la réservation. Une cascade de messages automatiques a confirmé mon autorité. Le système a affiché une note d'excuse. Poli, promettant un remboursement intégral. J'ai poussé un soupir, goûtant l'amertume des représailles mêlées à la douceur de la justice. Plus jamais il ne trinquerait au champagne en mon nom en se moquant de l'homme qui finançait chaque réservation. Ensuite, je me suis penché sur les contrats fournisseurs.
J'ai accédé au portail des achats et localisé la rénovation du salon exécutif de leur siège social phare, sol en marbre, meubles sur mesure, réception sculpturale. J'ai coché le contrat, puis j'ai envoyé la notification officielle. Au même moment, j'ai résilié 3 contrats de restauration pour les dîners de gala, interrompu les autorisations de paiement pour les envois d'objets publicitaires et révoqué notre engagement envers un contrat de services audiovisuels de 5 ans. Chaque annulation déclenchait un email, des notifications qui ignoraient toute l'histoire. J'imaginais la panique qui s'emparerait de son équipe lorsqu'elle découvrirait que ses événements impeccables et ses services haut de gamme avaient été supprimés, laissant derrière eux murs nus et chariots à assiettes vides. Face aux réductions opérationnelles en cours, je suis passé au droit des actionnaires. J'ai ouvert le tableau de gestion des capitaux propres où le tableau de capitalisation affichait la distribution des actions. Mera en détenait une part importante, Dorian une plus petite, et je détenais le bloc le plus important. J'ai activé la fonction de gel d'urgence, une fonctionnalité que j'avais insisté lors de la création de l'entreprise, précisément pour des moments comme celui-ci. Instantanément, le fonds de financement de 97 millions sous mon contrôle fut bloqué. Tous les versements de fonds en attente furent interrompus. Les dépôts de capital risque restèrent en suspens. Une boîte de dialogue de confirmation apparut. Fonds de financement gelé avec succès. Je fixai ces mots, ressentant une vague d'énergie m'envahir comme si j'avais actionné le levier d'une porte de coffre-fort géante. Je me calai contre le dossier de ma chaise, le bout des doigts effleurant le métal froid de ma lampe de bureau. Mon reflet dans la fenêtre sombre était différent, le regard plus concentré, les épaules moins lourdes de doute. Je songeais à la réunion du conseil d'administration de l'Aube, lorsque la nouvelle du gel se répandrait comme une traînée de poudre. J'imaginais le visage de Mira lorsqu'elle réaliserait que le capital qu'elle avait vanté dans les communiqués de presse était désormais verrouillé, inaccessible. J'imaginais la bravade de Dorian s'estomper lorsqu'il verrait son propre compte de rémunération et de frais suspendu. J'avais été invisible trop longtemps. Maintenant, je serais indéniable. Encore dans l'éclat de ma victoire, je rédigeai une brève notification au conseil d'administration, signée de ma signature numérique officielle. Avec effet immédiat, conformément à l'article 7.3 du pacte d'actionnaires, j'exerce mon droit de geler le fonds de financement désigné. Plus de détails disponibles sur demande. Je ne me suis pas vanté, je n'ai pas donné de détails. Les mots suffisaient. Tout membre du conseil d'administration digne de ce nom saurait ce qui allait suivre. Appel d'urgence, réunion de crise, réputation en jeu. J'ai enregistré le courriel comme brouillon. Je l'enverrai à l'aube, en le faisant coïncider avec l'ouverture des bureaux à New York. J'ai fermé les onglets, voyage, et approvisionnement, et rouvert le portail financier principal de l'entreprise. J'ai examiné les tableaux de flux de trésorerie, les lignes de crédit auparavant établies au nom légal de Mira, les soldes affectés aux campagnes marketing, les échéanciers de paiement des partenariats avec des influenceurs, le tout en attente d'autorisation d'un gel froid et inflexible. J'ai imprimé une feuille de synthèse pour mon avocat, prévoyant de la remettre dès demain matin. Mon avocat attendait dans les coulisses, prêt à me conseiller si je décidais de faire valoir mes droits. Maintenant, grâce aux traces numériques que j'avais laissées, la voie était libre. Je fermai mon ordinateur portable et m'autorisai une longue expiration, me penchant en arrière si fort que la chaise grinça en signe de protestation. L'appartement me parut plus chaleureux, plus mien. L'air transportait le léger parfum de mon café, maintenant froid. Je me levai, tendis les bras au-dessus de ma tête et sentis la tension se dissiper dans ma colonne vertébrale. À cet instant, je pris conscience de l'ampleur de ce que j'avais fait, pris le contrôle, affirmai ma position et envoyai le message que le silence, oui, mon silence habituel, pouvait être plus fort que n'importe quel tollé public. Au bord de mon bureau se trouvait le dernier dossier de la veille, contenant toutes les factures et tous les virements que j'avais effectués. Je tendis la main, posai une main sur sa couverture texturée et la tapotai doucement. Elle semblait solide, comme les fondations sous mes pieds. J'allais avancer avec ce document, à la fois armure et plan. Avant de quitter le bureau, je récupérai mon téléphone et composai un court message à Mara, l'assistante de Mira. Bonjour, on doit se parler. Je n'en dis pas plus. Elle sentirait la gravité. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche, me dirigeant vers la chambre. En me glissant sous les draps, la fatigue m'a submergé, m'envahissant par vagues lourdes. Pourtant, sous l'épuisement, l'excitation brillait. J'avais bouleversé leur monde en profondeur. J'avais repris le contrôle de ma vie et de mes finances. Demain serait le chaos pour eux, mais pour moi, l'aube sereine de l'autonomie.
Je me suis endormi, bercé par le bourdonnement de la ville par la fenêtre. Une berceuse pour accompagner un homme inébranlable et prêt à forger son destin. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, dessinant de douces rayures dorées sur les draps froissés. L'espace d'un instant, je suis resté immobile, écoutant le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas et le léger clic d'une porte de couloir. Mon téléphone était silencieux sur la table de nuit, mais je savais déjà ce qui m'attendait. Une avalanche d'appels et de messages manqués qui briserait le calme précaire que je m'étais forgé. J'ai repris ma résolution et me suis assis, balançant mes jambes par-dessus le bord du lit. Ma veste de costume était accrochée à une chaise près du bureau. Je l'enfilai, le tissu serré contre mes épaules, et tapotai la poche intérieure où je gardais une copie de la notification du conseil d'administration. À partir de maintenant, tout se déroulerait comme je le voulais. Je pris le téléphone. 56 appels manqués me fixaient. Une rétrospective du chaos que j'avais déclenché. Mera, Dorian, Mara, mon avocate, et même une poignée de numéros que je ne reconnaissais pas. Les noms les uns après les autres exigeaient des explications. Une série de messages vocaux s'écoulaient plus longtemps que je ne voulais l'écouter, des excuses implorantes, des questions balbutiantes, des promesses frénétiques. Je laissais l'écran s'arrêter sur la liste des messages et appuyais sur « Supprimer ». Chaque pression me semblait un pas de plus vers l'homme qu'il pensait pouvoir briser. Je retournai à la liste des messages et commençai à supprimer des SMS, des emails d'investisseurs exigeant des conférences téléphoniques, des notifications push de plateformes de gestion de projets, des spams d'alertes urgentes, des messages sur les réseaux sociaux de collègues identifiés dans des fils de discussion de crise. Je n'avais pas l'intention de me cacher. J'avais l'intention de choisir le moment opportun pour répondre. Pour l'instant, le silence restait ma plus grande force. Je me levai et me dirigeai vers le minibar. Le tapis moelleux murmurait sous mes pieds tandis que je versais un verre d'eau et avalais une longue gorgée. Avec mon reflet dans le miroir, les yeux cernés, l'air calme mais hargneux, je sentis quelque chose changer en moi. La majeure partie de ma vie, sans visage, s'était réduite à un « s'il vous plaît », pris de panique. Maintenant, le monde allait se plier aux conséquences de sa propre arrogance. À cet instant précis, le nom de mon avocat apparut. Je répondis. Ils l'ont vu, dis-je d'une voix ferme. Les fonds sont gelés. La retraite d'Aspen est annulée. Les rénovations du salon sont terminées. À qui le tour? Il inspira profondément. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence à 21h. Mera convoque une réunion extraordinaire des investisseurs cet après-midi. Ils se démènent pour trouver des liquidités. Je laissai le silence s'éterniser. Bien. Quelques minutes plus tard, un autre appel arriva. Mara. Elle n'avait jamais semblé aussi hésitante. Ça va? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Tout le monde est en crise. Je vais bien, répondis-je. Retrouve-moi dans le hall dans 30 minutes. Elle hésita. Que veux-tu? Des réponses. Je raccrochai sans un mot. Je pris une douche rapide, l'eau chaude lavant les résidus des nuits blanches plus efficacement que n'importe quel shampoing. Dans le miroir, j'observais mon visage, marqué par la détermination. En entrant dans le hall, je portais non seulement un tailleur, mais l'armure de mes convictions. Marlo attendait à la réception, les yeux rouges, le maquillage baveux par endroits. Elle se redressa en me voyant, les lèvres entr'ouvertes dans une question muette. Je lui adressai un léger signe de tête et la guidai vers le coin salon. Des fauteuils moelleux faisaient face à une table basse jonchée de magazines économiques. Je m'assis. Elle se percha au bord de la chaise en face de moi, les mains se tordant sur ses genoux. Mara, commençai-je d'une voix basse mais claire. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Quand Dorian a ordonné à la sécurité de me sortir, tu as laissé faire. Son regard baissa. Je suis désolé. Je me sentais impuissant. Dorian menaçait de me licencier si je faisais quoi que ce soit. Mera aggravait les choses en ne disant rien. Tu n'as rien fait. Je me suis penché en avant. Tu as vu son expression. Tu as vu la destruction de tout ce que j'avais construit. Tu es resté silencieux. Ses yeux ont croisé les miens, brillants. Je sais. J'avais peur, mais j'ai peur aussi maintenant. Le conseil d'administration est en émoi. Les investisseurs menacent de se retirer. Dorian ne connaît pas les chiffres. Il ne les a jamais connus.
Et Mera, elle, a perdu le contrôle. Une satisfaction lente m'envahit. Bien. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fermai les yeux, imaginant les résumés des feuilles de calcul dans le dernier dossier, les factures, les virements, preuve en main que j'avais été le pilier de l'entreprise. Nous allons créer un prêt-relais. J'ai dit, j'autoriserai une facilité de crédit temporaire de 20 millions de dollars pour les maintenir à flot jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau financement, mais il y a des conditions. Les épaules de Mara se crispèrent. Quelles conditions? J'ouvre les yeux. Premièrement, Mera quitte son poste de PDG. Elle peut jouer un rôle de conseil, mais pas de contrôle opérationnel. Deuxièmement, le contrat de Dorian est résilié. Il partira avec une indemnité de départ négociée. Troisièmement, la composition du conseil d'administration change. J'obtiens 2 sièges, dont celui de président du comité d'audit. Et quatrièmement, nous engageons un contrôleur financier indépendant, quelqu'un sans lien avec l'ancien régime. Elle haleta. C'est radical. C'est nécessaire, dis-je. Ils m'ont humilié publiquement. Ils ont effacé mes contributions. On ne peut leur confier mon argent que s'ils acceptent ces conditions. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je vais leur dire. Je me levai et lui tendis la main. Merci, Mara. Tu fais ce qu'il faut. Elle hocha la tête, acceptant ma main. J'ai toujours cru en toi, murmura-t-elle. Je n'ai jamais su comment le montrer. À cet instant, la compassion adoucit les arêtes vives de ma détermination. Je lui serrai la main. Alors, montre-la-moi maintenant. Elle se leva et retourna vers la réception, les épaules carrées. Je la regardai partir, puis me tournai vers les fenêtres donnant sur la rue. La ville continuait son chemin, inconsciente des fluctuations du pouvoir au sein de l'hôtel. Bientôt, chaque cadre de l'immeuble lirait mes conditions, s'efforçant de préserver sa position. Je retournai dans ma chambre et me servis un autre verre d'eau. Le téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un message de mon avocat. Projet d'accord joint. Signé et renvoyé à l'avocat. Je parcourus le document. Des lignes de texte énonçaient mes conditions, mes exigences, mes affirmations d'autorité légitime. J'apposai ma signature d'un geste théâtral. Puis je pris une profonde inspiration, sentant la promesse d'un renouveau dans chaque cellule. Dehors, le soleil matinal montait plus haut, chassant les ombres. J'avais déclenché les retombées. Maintenant, j'allais superviser l'accord. L'équilibre des forces avait basculé, et personne ne prendrait plus mon silence pour une reddition. Je finis mon eau, rangeai le téléphone et l'accord signé dans ma poche, et me dirigeai vers la porte. Aujourd'hui, il négocierait avec l'homme qu'il tentait d'humilier. Aujourd'hui, j'ai récupéré non seulement mon argent, mais aussi ma dignité et mon avenir. En ouvrant la porte et en entrant dans le hall, j'emportais avec moi la certitude tranquille que je ne serais plus jamais invisible dans un monde que j'avais contribué à créer. On frappa à la porte juste après le dîner, sec et étouffé dans le silence du couloir de l'hôtel. J'étais en train de réviser la dernière version du contrat de prêt-relais, m'assurant que chaque clause protégeait mes intérêts. En l'entendant, 3 coups délibérés résonnèrent dans le couloir silencieux. Mon cœur fit un bon. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre que Mara ou mon avocat vienne me voir si tôt. Lorsque j'ouvris la porte, la lumière dorée du couloir encadrait la silhouette de Mira. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon lâche, des mèches s'échappant comme des volutes autour d'un nuage d'orage. Elle ne portait pas de maquillage, et les poches autour de ses yeux trahissaient des larmes versées bien avant cet instant. Moi, a commencé, sa voix tremblant, incertaine, rendant les loquettes composées qu'elle brandissait une fois sur scène. Je me suis écarté et j'ai fait un geste vers la pièce, bien que ma posture soit restée rigide. Elle a franchi le seuil comme s'il s'agissait d'un trope serré. Soft relief. En arrière, les yeux écarquillés. Je me sentais mince, comme un parapluie dans un ouragan. J'ai plié mes bras, la bouche d'une ligne dure. Vous n'avez pas essayé, dis-je. Vous les laissez me traiter comme un étranger dans mon propre mariage. Ses lèvres tremblaient. Elle leva une main comme pour toucher mon bras, puis s'arrêta. J'avais honte, a-t-elle admis. Je me sentais impuissant. Dorian, il avait toute l'attraction. Il a rendu tout glamour et excitant. Quand il a dit à la sécurité de vous jeter, je ne pouvais pas bouger. J'ai fermé les yeux, rappelant la confusion de l'embarras à la fête, la prise froide des gardes, le silence qui a suivi.
Ma poitrine a réussi avec la vieille blessure. La honte n'est puissante que si vous le laissez rester en vous, dis-je. Vous avez caché votre honte derrière mon silence. Elle hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. Je dépendais de toi, a-t-elle avoué. J'ai construit ma marque sur votre travail. J'ai utilisé votre argent, votre expertise, votre nom, puis j'étais terrifié de tout perdre si je parlais. Le silence s'étendait entre nous, enseigné comme un arc tiré. Je l'ai étudié, chaque carquois de sa lèvre, chaque scintillement dans ses yeux, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vu aussi exposé. Le personnage public s'était effondré, révélant la femme en dessous, imparfait, regrettable, désespérée de rédemption. Pourtant, même dans sa vulnérabilité, je n'ai trouvé aucun réconfort. Je t'ai effacé, chuchota T.L., une voix à peine au-dessus d'un souffle. J'ai effacé l'homme qui a tenu mon monde. J'exhalai, laissant la tension s'écouler de mes épaules. Vous m'avez effacé devant tous ceux qui m'intéressaient, j'ai répondu. Cela coupe plus profondément que n'importe quel gel du compte de l'entreprise. Son regard tomba sur le tapis. Elle semblait rétrécir dans l'espace comme si elle souhaitait disparaître. Puis elle leva la tête, résolva l'allumage dans ses yeux. Je veux résoudre ce problème, a-t-elle dit, la voix plus stable. Je vais signer votre accord. Je vais démissionner. Je ferai tout ce qu'il faut. Mon esprit a rejoué les clauses que j'ai repêchées. Horaire de remboursement, siège du conseil d'administration, indemnité de départ pour Dorian, sa démission, tout ce que je demandais pour protéger mon argent et ma dignité. J'ai envisagé de lui dire qu'il y avait plus. Des excuses qui dépassaient les documents juridiques, l'admission que la confiance prendrait du temps à reconstruire. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je laisse ces mots pendre en l'air comme une offrande. J'apprécie cela, dis-je tranquillement. Mais il ne s'agit pas de simplement signer des papiers. Je repoussai à nouveau mes bras, bien que la rigidité dans ma poitrine se ramollit légèrement. Il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé ici. J'ai placé une main sur mon cœur, puis je l'ai laissé reposer à mes côtés. Vous devez comprendre les conséquences de vos choix, pas seulement les retombées financières. Des larmes se sont à nouveau coiffées. Elle a fait un pas hésitant. Je comprends, dit-elle, voix à peine au-dessus d'un murmure. Je t'ai perdu. J'ai perdu tout ce qui comptait. Et moi, sa voix s'est brisée, mais elle a continué. Je vivrai avec ça. Je l'ai regardé inspirer comme faire du courage de la pièce silencieuse. À ce moment-là, j'ai reconnu la partie la plus difficile. Miséricorde. La justice avait été rendue par le gel des fonds et la restructuration du conseil d'administration. Mais la miséricorde venait de reconnaître la vérité entre nous et de décider de construire quelque chose de nouveau ou de laisser les ruines derrière. Je soupirai. Leçon doux et attendue. J'enverrai l'accord révisé demain. J'ai dit que cela comprendrait une clause sur une déclaration publique, quelque chose pour reconnaître la vérité de ce qui s'est passé afin que le monde puisse voir plus que les gros titres. Elle hocha la tête, la détermination tempérée d'humilité. Je vais le faire, a-t-elle promis. Nous nous tenions à nouveau en silence. Deux figures dans une pièce calme, séparées par une confiance brisée et peut-être commencée amant. J'ai alors réalisé que c'était plus qu'une négociation de dollars et de sièges de conseil. C'était le calcul d'une relation construite sur des dettes tacites et des sacrifices silencieux. Elle pressa ses doigts ensemble, des larmes brillant dans ses yeux. Je suis désolé, dit-elle à nouveau, plus douce cette fois, pour tout. J'ai pris une respiration mesurée, le poids de ma colère et la piqûre de ses excuses s'installant dans une dérive fragile. Je sais, répondis-je. Maintenant, voyons ce qui vient ensuite. Elle m'a offert un petit sourire provisoire, un geste qui ressemblait à la première scintillement de l'aube après une longue nuit. Je l'ai retourné avec un signe de tête. Puis, sans un autre mot, je me suis tourné vers le bureau où le dossier a étiqueté la dernière attente, et elle m'a suivi. Ensemble, nous nous sommes tenus au précipice d'un avenir incertain, un avenir que nous devons tracer sans le filet de sécurité du silence. Lorsque je suis retourné dans les bureaux de l'entreprise le lendemain matin, le bourdonnement familier d'imprimantes et de téléphones sonneurs avait été remplacé par un silence mal à l'aise. Le sol en marbre poli du hall reflétait une scène d'abandon tranquille. La moitié des chaises de réception remontent et les vitrines qui tenaient autrefois des prototypes de produits brillants étaient vides ou poussiéreux. J'ai porté ma mallette dans une main et le dossier final de l'autre. Chaque pas résonnant contre les murs d'une manière qui a souligné à quel point le paysage avait changé.
Mon arrivée a provoqué des regards d'une poignée de membres du personnel restant, leurs expressions se détournent entre le relief et l'inquiétude. J'ai hoché la tête une fois, reconnaissant la tension qui pendait sur l'endroit comme un rideau épais. À l'étage, j'ai trouvé Mara assise à son bureau, tambourant ses doigts contre la surface en acajou. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, un soulagement a lancé ses traits. Elle se leva, serrant une seule feuille de papier. « Il est ici », dit-elle doucement, hochant la tête vers la salle 2. Réunion en vert. Dorian attend. Les autres sont dans la pièce voisine. Je l'ai remercié et je suis entré dans la salle de conférence où un cercle de chaises inconfortables faisait face à une large table de conférence. Mera était assise à la tête en l'air petit dans un blazer surdimensionné, ses cheveux tirés dans le même petit pain qu'elle avait porté à l'hôtel. Dorian se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, mais son sourire habituel avait disparu. Il semblait évidé comme s'il savait que sa position était intenable. Une poignée de dirigeants se regroupèrent dans le coin le plus éloigné, chuchotant avec des sourcils froncés. Les investisseurs s'attardaient par la porte, me regardant comme des prédateurs, évaluant s'il faut frapper. J'ai placé le dossier final sur la table, son poing un rappel silencieux de chaque investissement que j'avais fait et chaque sacrifice que j'avais enduré. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et projeté le résumé que j'ai préparé. Une ventilation consiste des contributions au capital, un calendrier des annulations et les termes de l'accord de prêt de pont. La diapositive qui détaillait la terminaison de Dorian est restée à l'écran le plus longtemps, le texte frappant sur l'arrière-plan blanc. Je le regardais, sa mâchoire se serra, mais il n'a rien dit. Mera s'éclaircit la gorge, la voix vacillant. « Nous avons examiné votre proposition », a-t-elle commencé. « Et nous sommes prêts à nous conformer. » Un murmure de surprise a traversé la pièce. Personne ne s'attendait à ce qu'elle ait concédé si complètement. Elle me regarda, les yeux plaidant pardon. Je déménage en tant que PDG avec effet immédiat. Je signerai l'intégralité de l'accord de remboursement avec le bonus que vous avez spécifié. Le contrat de Dorian sera résilié avec la licenciement convenu. J'accepte vos sièges au conseil d'administration et au comité d'audit et je comprends que nous nommerons un contrôleur financier indépendant. Pendant qu'elle parlait, j'ai observé chaque réaction. Les reliefs ont adouci certains faces tandis que d'autres se figuaient en indignation. Les investisseurs ont griffonné des billets. Le conseiller juridique se pencha pour chuchoter avec Mara. Les épaules de Dorian s'affaissèrent, son regard tombant sur le sol. J'ai ressenti une vague de justification, mais aussi un scintillement de quelque chose d'inattendu. Du chagrin pour le chemin ruineux que nous avions emprunté. Quand elle a fini, je me suis tenu et fermé mon ordinateur portable. Merci, dis-je simplement. Je m'arrêtai, laissant mon regard balayer la pièce. Il ne s'agit pas seulement de restaurer les opérations. Il s'agit de reconnaître la responsabilité de l'humiliation que j'ai endurée, pour la structure que j'ai fournie, pour la confiance qui a été rompue. J'ai rencontré les yeux de Mira. Vos excuses sont enregistrées et vos actions l'honoreront. Un membre du conseil d'administration s'éclaircit la gorge. Quel est votre plan qui va de l'avant ? Demanda-t-il, la voix prudente. J'ai ouvert le dossier final et lui ai tendu une feuille de route imprimée. 3 pages décrivant le calendrier de restructuration, les jalons de collecte de fonds et les références pour la performance exécutive. Nous stabiliserons la liquidité par le prêt de pont, puis poursuivrons une série avec de nouveaux investisseurs qui s'alignent sur notre vision, j'ai expliqué. Nous allons rationaliser les opérations, réduire les frais généraux et reconstruire le moral du personnel grâce à un leadership transparent. Le contrôleur indépendant auditera les dépenses passées et recommandera les meilleures pratiques. Instituera les examens trimestriels pour la conduite des cadres pour assurer la responsabilité. Des questions ont suivi sur les revenus projetés, les budgets marketing, les cartes routières des produits, mais j'ai répondu à chacun avec clarté, en s'appuyant sur les connaissances approfondies que j'avais accumulées au fil des années d'intendance silencieuse. À chaque réponse, j'ai senti que le coussin de respect poussait sous moi. C'était loin du moment où j'avais été escorté par la sécurité. Maintenant, j'ai commandé la pièce. Lorsque la réunion a ajourné, Mera m'a approché alors que d'autres se dismissent vers leur bureau. Elle m'a offert une petite enveloppe. C'est une lettre, dit-elle doucement. J'ai demandé à Mara de te le donner. Je l'ai ouvert et j'ai retiré une seule feuille de parchemin lourd. Son écriture a été bouclée et précise. L'encre toujours humide avec intention. J'ai lu, vous étiez le cadre de chaque photo. Je les ai suspendus et j'ai oublié qui les a maintenus ensemble.
Je suis désolé de vous avoir laissé devenir invisible. J'ai senti les mots s'installer dans ma poitrine comme une braise chaude. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans la poche de ma veste. Les yeux de Mira se sont coupés. Je sais que cela ne réparera pas tout, a-t-elle chuchoté entre nous. Les investisseurs et les dirigeants ont fait une pause pour offrir des hochements de main provisoires. Inhaler profondément, la dégustation d'air recyclé de bureaux plus sucrés maintenant que nous serions confrontés le passé. Les salles se sentaient à nouveau vivantes, comme si l'entreprise s'était expirée après un long cauchemar. Les membres du personnel ont réapparu dans les coins, certains offrant des sourires timides, d'autres hochant la tête. Mara a attiré mon attention et a donné un petit coup de pouce. Sa loyauté avait enduré par la peur, et maintenant cela a montré dans sa confiance tranquille. Je me suis arrêté à la réception et j'ai regardé les affichages du prototype. Une nouvelle gamme de technologie portable avec potentiel. À ce moment-là, j'ai réalisé que le vrai calcul n'était pas simplement l'argent que j'ai récupéré ou les sièges du conseil d'administration que j'ai obtenus. C'était la restauration de l'intégrité. Nous avions retiré la façade et découvert que sous son but et promesse. J'ai redressé ma veste et j'ai continué dans le couloir vers mon ancien bureau. Le dossier final a pressé de mon côté comme s'il s'agissait d'une boussole guidant mon chemin. Je savais que la route à venir serait difficile, remplie de négociations et de délais et de l'écho occasionnel des trahisons passées. Mais je savais aussi que pour la première fois depuis longtemps, je dirigeais le navire plutôt que de suivre son sillage. Et comme les portes du bureau se sont fermées derrière moi, j'ai senti le triomphe silencieux d'un homme récupéré. Plus un partisan oublié, mais un architecte visible de son propre destin. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé au seuil du modeste bureau de Soulwive. Une vitrine convertie avec des murs de briques peintes dans des neutres chauds, des feux de tête au-dessus et un seul signe déclarant Soulwive, tissant des solutions ensemble. C'était loin des lobbies en marbre et des tours de verre que j'avais laissés. Mais quelque chose dans ça. Simplicité m'a appelé. J'ai porté une enveloppe de manille cachée sous mon bras. À l'intérieur, l'accord d'investissement que j'ai conçu pour donner à cette petite start-up la piste qu'elle méritait. Je suis entré à l'intérieur, le doux sifflement de la porte annonçant mon arrivée. Une femme leva les yeux d'un groupe de fer à souder et de circuits imprimés sur un établi. Elle s'arrêta, les yeux s'élargissant en reconnaissance. Est-ce ? Elle a commencé, la voix attrapant. C'est. Tu es le gars de Nexa, non ? Celui qu'ils ont humilié. J'ai offert un petit sourire. C'est moi, j'ai étendu l'enveloppe. Je voudrais investir. Elle cligna des yeux, l'incertitude se précipite sur ses traits avant de se fondre dans la gratitude. Je ne sais pas quoi dire. J'ai fait un geste vers la chaise derrière moi. Asseyez-vous. Dites-moi où vous avez besoin de soutien. Elle se glissa sur le siège, brossant une mèche de cheveux de son visage. Je suis Ava, dit-elle, voix douce mais ferme. J'ai travaillé sur la synthèse des fibres durables, des polymères à base de plantes qui imitent la soie d'araignée. Je l'ai présenté à Mera et à son équipe il y a des années. Ils ont ri en tant que projet de loisir, ont déclaré que cela ne correspondait pas à leur récit de marque. J'ai continué à aller seul, à briser l'équipement, à m'apprendre la modélisation structurelle les nuits et les week-ends. J'ai hoché la tête. Rythme de persistance. J'ai placé l'enveloppe sur la table. Cela couvrira vos 18 prochains mois de R&D, les mises à niveau d'équipement et la fabrication des pilotes. Ses yeux se remplissaient de larmes. Vous me donnez tout ce que j'ai demandé il y a des années. Je vous donne ce que vous avez gagné, dis-je. Votre idée avait des jambes. J'ai regretté de ne pas le soutenir auparavant. Ava exhala, un soulagement évident dans ses épaules affalées. Elle a ouvert les limites et a écaillé l'accord. Terme juste, pas de clause cachée, des taux d'intérêt conçus pour favoriser la croissance plutôt que d'extraire les bénéfices. Quand elle leva les yeux, son sourire a allumé la pièce plus lumineuse que les ponts au-dessus. Merci, dit-elle simplement. Je me penchai en arrière, la regardant déplier les possibilités devant elle. J'aimerais être un partenaire silencieux, ai-je ajouté. Je conseillerai en cas de besoin, mais c'est votre vision. Elle hocha la tête, une conviction brillant dans ses yeux. Je n'aurais pas autrement. Au cours de l'heure suivante, nous avons parlé de magasins, de matrices en polymère, de défis de la chaîne d'approvisionnement, de cibles de l'eau pilote. Elle m'a montré des prototypes, des fils fins qui brillaient au soleil de l'après-midi, assez forts pour soutenir le poids, mais doux au toucher. J'ai tenu un volet entre mes doigts,
sentant la force des guirlandes qu'elle avait amaquées de l'humble matière végétale. C'était remarquable. À la fin de notre réunion, Ava m'a marché jusqu'à la porte. Elle s'arrêta à l'entrée, se retournant. « Ça va ?» Elle a demandé comme si j'appartenais dans ce monde de start-up et des entrepreneurs décousus. J'ai regardé autour de lui son espace de travail, des outils soigneusement disposés, des barres blanches couvertes de formules, une pile de revues contenant ses données expérimentales. Plus que bien, j'ai dit, je me sens vivant, elle a souri et j'ai réalisé que c'était le premier véritable sourire que j'avais vu de quiconque depuis des semaines. Sans crainte ou obligation, né de gratitude et de but partagé. Je me suis glissé dans la rue, le soleil chaud sur mon dos, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des mois, plus attaché aux ruines de l'ancienne entreprise, mais je me suis propulsé par la promesse de quelque chose de nouveau. Au cours des prochains jours, j'ai vérifié les progrès de sous l'eau. Ava a envoyé des mises à jour hebdomadaires, des images de nouveaux prototypes de réacteurs, des clips vidéo des tests de résistance aux fibres, des notes sur les dépôts réglementaires. Chaque email portait un sous-courant d'excitation, me rappelant le frisson que je ressentais autrefois aidé à construire l'entreprise de Mira. Mais ici, chaque succès a été partagé, chaque défi a rencontré des directives collaboratives de problèmes plutôt que des directives axées sur l'ego. Un matin, je suis entré dans le laboratoire d'Ava à l'improviste. Elle leva les yeux du microscope et sourit. « Et, toi, dit-elle. » J'étais sur le point d'effectuer des tests d'alignement des fibres. « Tu veux voir ?» J'ai hoché la tête avec impatience. Elle m'a invité à un établi où une petite bobine de fibre attendait. Elle l'a enfilée à travers un tonommage numérique et avec un début pressé d'épanouissement. L'appareil fredonnait, mesurant la résistance des guirlandes à mesure que la fibre s'étirait. La lecture a grimpé plus haut que les tests précédents. Ava haussa les sourcils en triomphe. « C'est plus de 1,22 Pascal gigap, a-t-elle dit. Stronge que l'acier. » J'ai sifflé doucement. Ce soir-là, alors que je retournais à mon studio, j'ai réfléchi à la différence de ma vie avec Mira. Il n'y avait pas de salle de réunion, pas de présentations orchestrées, pas d'applaudissements vides. Il n'y avait que le but, le respect mutuel et la satisfaction silencieuse de la réussite partagée. J'ai sorti mon téléphone et rédigé un texte à Mara, qui serait devenu l'un de mes rares confidents investis dans Soulweave. Ça fait du bien. J'ai appuyé sur send et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Les lumières de la ville clignotent autour de moi, mais ils ne représentaient plus le glamour creux d'un monde qui m'avait rejeté. Au lieu de cela, chacun était une balise, un rappel qu'il y avait des histoires inédites qui attendaient que quelqu'un croie en eux. Et alors que je me promenais dans le quartier, j'ai compris que je n'échappais pas que le monde de Mira. J'étais tissé un nouveau fil par fil, alimenté par l'intégrité, le respect et la croyance indéfectible que le véritable succès est construit ensemble. J'ai baissé mon téléphone alors que je monte dans le modeste café, l'étui en cuir usé se sentant plus chaud contre ma paume que le comptoir poli de n'importe quel tableau de conférence. Mira était déjà assise à une petite table ronde près de la fenêtre, la lumière du matin attrapant les flexions d'or dans son café, et les voix lacrymales s'évanouissent toujours sur ses joues. Je me suis abaissé dans la chaise en face d'elle, mettant la mallette entre nous comme une barrière que j'avais l'intention de garder robuste. Un instant, aucun de nous ne parlait. L'agitation des baristas et le sifflement des machines à expresso remplissaient l'espace, mais autour de notre table, tout se sentait silencieux, comme si le temps s'était arrêté pour assister à cette réunion. Mira tendit la main et plissa les mains sur la table, les doigts tremblant légèrement. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer ici, a-t-elle dit, là. » Voix plus stable que je ne m'attendais. J'ai hoché la tête et récupéré les papiers juridiques de ma mallette. Leur page nette décrivant les conditions de remboursement pour les 97 millions de dollars que j'avais figés. 2 ans d'intérêt gratuit. Mais avant moi, j'ai besoin de dire quelque chose de plus. L'immobilité alors qu'elle prit une respiration. Je ne m'attends pas à ce que cela répare tout, dit-elle, douce mais déterminée. Je sais que j'ai détruit votre confiance, et je ne peux pas défaire cela. Mais je veux que vous sachiez que je vois enfin le coup de mon ambition. J'ai perdu de vue qui tu es et ce que tu m'as donné. J'ai accroché les photos de notre succès sur le mur et j'ai oublié qui a construit le cadre. Ces mots ont atterri dans ma poitrine comme un poing enveloppé dans du velours. J'ai senti la tension se desserrer légèrement, bien que je gardais mon expression illisible. Vos excuses sont notées, ai-je dit. Ce qui compte maintenant, c'est l'action. Le monde a besoin de connaître la vérité. Elle hocha la tête et glissa les papiers de remboursement et de démission vers moi,
les signant avec des traits contrôlés. Puis elle a tendu dans son sac et a retiré un autre document, une courte déclaration publique rédigée sur mes instructions. Il disait, à notre communauté, je reconnais que je me suis appuyé sur le soutien inébranlable de mon mari et les sacrifices non fondés pour propulser cette entreprise. Je m'excuse pour les dommages causés par mon silence et mes mauvais traitements. J'ai démissionné pour faire amende honorable et assurer la transparence pour aller de l'avant. Mira m'a tendu la lettre signée, sa main persistante sur le bord de la table. Voulez-vous les publier demain? A-t-elle demandé. Oui, j'ai répondu. Je publierai à 8 heures. Passer la rue, ce qui est à nouveau dans la rue. Une fois de plus, et a offert un léger sourire. Permettant au poids de notre échange de s'installer entre nous. L'atmosphère du café était maintenant plus légère, comme si l'honnêteté avait levé un nuage. Je me suis tenu, rassemblant les papiers signés et ma mallette. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendu appeler mon nom. Je me suis arrêté, je me suis retourné, et elle a bouché, bonne chance. J'ai offert un hochement de tête et je suis entré dans la lumière du soleil d'un avenir qui n'est plus défini par des illusions partagées, mais par la clarté de la vérité et la promesse de nouveaux débuts. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement en studio le jour où j'ai finalisé les derniers documents de l'entreprise, 10 pieds x 12 avec une fenêtre donnant sur une cour en briques. L'air était différent ici, plus léger, comme s'il transportait de la place pour respirer plutôt que la lourdeur périmée de la politique de la salle de conférence. Il n'y avait pas de réceptionniste à impressionner, aucune aide pour aller chercher du café, juste des murs vides en attendant que je quitte ma marque. J'ai porté dans une seule boîte en carton contenant des éléments essentiels. Un ordinateur portable, des cahiers, ma plume préférée et le bracelet argenté que j'avais voulu offrir un miroir. J'ai placé la boîte sur le plancher de bois franc, j'ai fait une pause, puis le mettre de côté non ouvert. J'ai déballé lentement, en arrangeant des livres sur une étagère, en déployant mon tapis de yoga, en accrochant une poignée d'impressions abstraites que j'avais ramassées sur les marchés aux puces. Chaque tâche se sentait à la terre, rappelant que la vie s'est poursuivie au-delà des feuilles de calcul et des votes des actionnaires. J'ai fait du café sur une petite plaque chauffante, l'arôme remplissant la pièce dans des tourbillons réconfortants. En sirotant une tasse ébréchée, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre à la cour ci-dessous. Plante en pot, chaise de fer à tige et un chat errantissant à travers les ombres. C'était comme une vraie maison. Dans les jours qui ont suivi, je me suis installé dans un nouveau rythme. Les matins ont commencé par l'étirement et la journalisation. J'ai suivi les victoires et les défis quotidiens, établissant des intentions plutôt que de cocher des listes de tâches sans fin. J'ai passé l'après-midi à rencontrer des entrepreneurs dans des cafés locaux, offrant un mentorat sur la planification financière et les stratégies de croissance. Leur gratitude était authentique et sans garde. Pas d'agenda caché, juste des gens qui s'efforcent de transformer les idées en réalité. J'ai senti mon pouce accumuler avec chaque merci et chacun étincelle d'espoir dans leurs yeux. Un après-midi, j'ai assisté à un atelier sur l'investissement à impact social. L'organisateur m'a présenté un réseau d'investisseurs axés sur l'énergie propre, le logement social et les startups éducatives. Leurs valeurs alignées avec la mienne. Profit entrelacé avec but. J'ai parlé avec passion des polymères sous l'huile durable et j'ai offert des idées de mes propres expériences. Une femme à l'arrière, son nom étiquette lisant Naomi, m'a approché par la suite. Elle a dirigé un fonds de capital risque qui soutenait des femmes fondatrices sur les marchés émergents. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre intégrité, a-t-elle dit, me remettant sa carte. Parlons. Ce soir-là, je suis retourné dans mon studio, mon cœur, avec possibilité. J'ai préparé du thé et ouvert mon ordinateur portable, rédigeant un email à Naomi décrivant des collaborations potentielles. Le bracelet en argent était assis sur le bureau à côté de moi, une relique d'un chapitre passé. J'ai tendu la main, touché le métal frais, et je l'ai glissé dans un tiroir. Certains cadeaux sont mieux tenus pour soi, car les rappellent des leçons apprises plutôt que des promesses non tenues. Les nouvelles du bureau vide de Mira m'ont filtré via un bref texte de Mara, photo ci-jointe. Votre cadeau se trouve toujours sur son bureau. J'ai cliqué sur l'image. Le bureau en acajou foncé brillait sous des pondérations douces. La boîte non ouverte positionnée près du centre. Je l'ai regardée, mais l'envie de répondre a disparu. Au lieu de cela, j'ai exploité une réponse rapide, aucune réponse nécessaire. Cette nuit-là, j'ai rêvé que les salles de conférence se dissolvaient en champs ouverts, de collègues transformés en étudiants curieux et d'un homme non lié par des titres. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur stable et j'ai glissé sur des chaussures de course.
J'ai fait du jogage dans les rues silencieuses, le pouls de la ville un bourdonnement bas sous mes pieds. Quand je suis revenu, la transpiration se refroidissant sur ma peau, j'ai versé de l'eau dans un verre et je me suis assis près de la fenêtre. L'appartement se sentait vivant avec de nouvelles possibilités. Au cours des prochaines semaines, j'ai équilibré des séances de mentorat avec de nouvelles discussions sur les investissements. J'ai écouté plus que je ne parlais, posant des questions qui ont aidé les autres à trouver leurs propres solutions. J'ai appris autant d'eux que je partageais. Chaque connexion a renforcé la croyance que le succès n'est pas mesuré dans les gros titres ou les bureaux de grande hauteur. Mais le matin, votre enveloppe est arrivée à ma porte, une lettre de Mera. Ma main hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papeterie, le même papier Goldfleck qu'elle a utilisé autrefois pour les annonces de presse. Son écriture était maintenant plus petite, sans hâte. Elle a écrit que l'entreprise avait réorganisé sous un nouveau leadership, qu'elle explorait le travail philanthropique et qu'elle espérait un jour que nous pourrions nous reconnecter sans le poids des erreurs passées. Elle a clôturé avec « Je vous souhaite la paix ». J'ai plié la lettre et l'ai placée à côté du tiroir où le bracelet reposait. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, j'ai reconnu que la fermeture peut être intervenue sans fermeture, acceptation sans réconciliation. Je me suis tenu, j'ai marché vers le tiroir et je l'ai glissé fermé. Le studio était calme mais plein, chaque coin reflétant l'homme que je deviendrais. J'ai versé une autre tasse de café, je me suis installé sur ma chaise préférée et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À l'écran, un brouillon par email à Naomi attendait. J'ai tapé une ligne d'objet, opportunité de collaboration. Ci-dessous, j'ai commencé à décrire des idées pour un fonds conjoint pour soutenir les entreprises sociales. Mes doigts se sont déplacés avec un but, guidé par l'expérience, et tempéré par l'humilité. Et donc j'ai continué, plus le partisan silencieux dans l'ombre, mais un architecte visible du changement positif. Le monde m'avait oublié une fois, mais en me redécouvrant, j'ai réalisé que je n'avais jamais besoin de leurs applaudissements pour prouver ma valeur. Ma conviction, mon intégrité et ma détermination silencieuse étaient suffisamment applaudissements. Ce soir, alors que les réverbères scintillaient et que la ville s'installait dans l'obscurité, je me sentais vraiment chez moi dans ma peau et prêt pour tout ce qui est venu.